vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Nous sommes bientôt à Noël et bon nombre d'entre nous commencent à penser à leur bas de Noël à plus long terme, à cotiser pour l'année qui vient de s'écouler. Nos placements pourraient constituer des leviers vers une transition énergétique désirée et donc contribuer à la lutte au changement climatique. Les grandes banques canadiennes sont encore de grands bailleurs de fonds soutenant les énergies fossiles, mais elles proposent de plus en plus des investissements responsables. Il faudra cependant être vigilant aux tentatives d'éco-blanchiment, des contributions trompeuses ou des allégations erronées, car tous les placements ne contribuent pas réellement à nos engagements climatiques pour cette transition énergétique verte. Avons-nous besoin de finances durables pour atteindre nos objectifs climatiques? Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Restez là. À Je vote pour la science, nous intéressons à la finance durable. Est-ce que vos placements dans des fonds verts le sont réellement et pourraient nous aider à nous affranchir des énergies fossiles? Pour en parler, je suis en compagnie de Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Karine Pelofi, avocate et chef de projet Finance durable à Éco-Justice. Bonjour. Bonjour. Donc, la sénatrice Rosa Galvez, que nous avons déjà invitée à notre émission, a déposé le projet de loi S-243 en 2022. Actuellement à l'étude, il s'agit d'une future loi pour une finance alignée sur le climat. Elle appuiera, une fois adopté, l'établissement d'engagement climatique de la part des entités financières, des banques et de certaines institutions publiques fédérales. C'est l'occasion pour nous de parler de finances durables, avec là aussi la saison des REER qui commence. Donc, tout d'abord, peut-être, Madame Paul, nous parlons de quoi lorsqu'on parle de finances durables et d'investissement responsable? Oui, alors de manière générale, quand on parle de finances durables, on parle d'une finance qui tient compte des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais nous, on l'amène plus loin au Centre québécois du droit de l'environnement, c'est-à-dire qu'une finance durable, ça doit être une finance au service d'une économie qui respecte véritablement les limites planétaires, qui est alignée sur la science et qui nous permet donc d'assurer à la fois la protection de la biodiversité, une économie faible en carbone et surtout d'assurer, de manière générale, le respect de notre droit à un environnement sain. Notre droit, nous, maintenant, aujourd'hui, mais aussi les générations futures. Donc là, aujourd'hui, nous, ça serait notre définition d'une finance durable et on pourra, en discuter, mais on est loin, disons, de pouvoir parler de finance durable. Entendu. Maître Pelofi, présentez-nous un petit peu ce projet de loi 243 qui est actuellement à l'étude et qui a été introduit par la sénatrice Rosa Galvez. Oui, et pour faire du pouce sur ce que Mme Paul disait, je seconde que la finance durable, pour l'instant, c'est plutôt un titre aspirationnel. C'est quelque chose à laquelle qu'on voudrait mettre sur pied et quelque chose que le projet de loi sur la finance alignée sur le climat ferait, du moins pour la limite planétaire d'un climat stable, tout en faisant très attention de ne pas créer de problème en essayant d'amener une solution là, au niveau de la biodiversité, au niveau des droits des peuples autochtones, au niveau de ne pas exacerber d'inégalités. Donc, on a comme ces remparts sociaux et environnementaux là aussi, mais je dirais le gros du projet de loi, c'est vraiment de respecter la limite planétaire du climat et d'ancrer la science dans le cadre que devraient respecter les institutions financières. Donc, on a une définition, je dirais, très rigoureuse des engagements climatiques à respecter et de ce que voudrait dire l'alignement sur les engagements climatiques. On a le concept de budget carbone, le concept d'équité, le concept de garder la température un maximum de 1,5 degré. Oui. Toutes et une définition très rigoureuse de qu'est-ce qui devrait se retrouver dans un plan de transition annuel, sur lequel il faut faire des rapports annuels aussi. Donc, vraiment ancrer ça dans la responsabilité. Et on parlait justement d'une économie qui respecte les limites planétaires. Je dirais qu'un des plus grands changements qu'amènerait ce projet de loi-là, c'est au niveau de la règle primaire du capitalisme. Aujourd'hui, le devoir d'un administrateur de société, d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, c'est ça? En fait, c'est pas ça l'état du droit au Canada, mais c'est l'état du droit aux États-Unis. Puis on a tendance à faire toujours comme les États-Unis, mais comme je dis récemment, j'espère qu'on va arrêter ça là. Mais c'est ça, c'est l'idée de maximiser les profits pour les actionnaires. Le projet de loi viendrait changer ce devoir primaire-là en instituant un nouveau devoir prépondérant d'intérêt public de s'aligner sur les engagements climatiques. Donc, devoir numéro 1, respecter les limites planétaires. Devoir numéro 2, faire de l'argent dans ce cadre-là. Donc, vraiment,
On vient jouer dans les règles. On change la réglementation. Est-ce que ça serait quelque chose de très contraignant de faire passer le climat en premier? Ça dépend pour qui. Je pense que pour la majorité des gens, ça amènerait beaucoup plus un environnement sain, un espoir que nos enfants en aient un aussi. Oui. Pour les banquiers, ce serait peut-être un petit peu plus difficile. Attendez. Madame Paul, est-ce que nos placements dans des fonds verts le sont réellement et pourraient nous aider justement à nous affranchir des énergies fossiles? Mais est-ce qu'ils le sont, les placements? Parce qu'on en voit quand même quelques-uns. Pour l'instant, malheureusement, je dirais qu'ils ne le sont pas, mais je ne veux pas décourager les auditeurs et auditrices. C'est vraiment important de poser ces questions-là puis de vouloir mettre son argent dans des placements plus respectueux de l'environnement, de la société. On a sorti au CQDE un rapport, donc il y a quelques semaines, qui montre que l'éco-blanchiment dans le secteur de la finance est vraiment omniprésent. C'est très problématique. Ça veut dire que les placements ont l'air plus verts qu'ils ne le sont vraiment. Puis quand je dis que c'est omniprésent, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là. Quand on regarde, par exemple, les 250 plus grands fonds qui dits socialement responsables ou environnementalement responsables, il y en a à peine 5 %, donc une petite douzaine, qui sont à peu près alignés, par exemple, avec les accords de Paris, qui sont des engagements internationaux. Quand on regarde une étude il y a quelques années, 2021, par rapport à nos sociétés canadiennes qui sont cotées en bourse, on avait un bon 40 % de sociétés qui font des déclarations qui sont considérées comme étant vagues ou génériques. Donc, c'est difficile pour l'investisseur de s'y retrouver. Et le deuxième constat de notre rapport, c'est qu'il n'y a pas assez de règles pour encadrer l'éco-blanchiment. Donc, on a 26 recommandations. Je ne vais pas les aborder, mais 26 recommandations, dont certaines qui peuvent interpeller nos auditeurs auditrices sur comment est-ce qu'on peut poser davantage de questions aussi, comment on peut renforcer les obligations aussi des conseillères financiers pour qu'on puisse vraiment faire le ménage, disons, et là, pouvoir se concentrer à transférer les flux financiers vers des investissements qui soient véritablement responsables. Vous avez parlé de l'approche des REER qui arrive. Je pense que là, en l'état actuel, il y a beaucoup de ménage à faire, mais il y a quand même des étapes qu'on peut faire déjà comme citoyen, comme citoyenne, entre autres de s'assurer de l'exclusion de certains secteurs, et je pense bien sûr au secteur des énergies fossiles. Et là, il y en a des produits, mais il faut regarder aussi les banques, parce que les banques soutiennent beaucoup les énergies fossiles au Canada. Donc, posez des questions. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de banques qui soutiennent les énergies fossiles, qu'il n'y ait pas d'énergie fossile dans vos fonds de placement, par exemple. Déjà ça serait un premier pas qui nous aiderait à ne pas ajouter de l'huile sur le feu à la crise climatique. Oui, on va explorer ce rapport, mais ce que j'aimerais savoir justement, comment on se renseigne? Comment on sait si notre banque investit dans les énergies fossiles, si le placement qu'elle nous recommande en étant un placement vert ou durable ou responsable, on voit beaucoup le mot responsable, comment on s'assure qu'il est vraiment, c'est qui appeler? Parce que la banque va nous dire que c'est le cas, mais nous, comment on peut contre-vérifier en fait? Oui, en fait, puis Karine, Mme Pelofi pourra me compléter aussi parce qu'il y a plusieurs ressources qui existent, mais déjà, en fait, quand on pose la question, les conseillers doivent nous montrer les entreprises qui sont dans les fonds. Des fois, on oublie, mais c'est très accessible comme information. Le détail, oui, et là, vous pouvez le voir tout de suite parce qu'il y a carrément des noms d'entreprises pétrolière, là, par exemple. Donc là, déjà, on peut questionner, est-ce que ça, c'est vraiment un fonds responsable? Moi, j'ai décidé de mettre mon argent ailleurs, donc déjà ça. Ensuite, il y a des rapports, BankTrack et autres, disponibles en ligne qui montrent en fait l'investissement en milliards d'entreprises, de banques, d'institutions financières dans les énergies fossiles. Donc, il y a des ressources disponibles, notamment par des organismes à but non lucratif là, du mouvement environnemental qu'on peut consulter quand on s'y intéresse via le bon moteur de recherche Internet. Attendez, Maître Pelofi, voulez-vous compléter? Comment on vérifie, comment on s'assure que c'est vraiment un fonds vert? Je répétais ce que Mme Paul a dit. Il y a aussi certaines ressources comme l'AMF a un mandat de protéger les consommateurs de produits financiers. Donc, dans le doute, peut-être se tourner vers le régulateur, poser des questions. Du côté fédéral, j'ai aussi entendu, je pense qu'il y a un ombudsman qui vient tout juste là, de devenir actif. Et donc, si vous posez des questions à votre banque et que c'est pas satisfaisant, ensuite, on peut se tourner vers cet ombudsman plus indépendant pour aller au fond des choses. Il faut aussi savoir que ça a des répercussions au Québec, mais c'est surtout fédéral. Là, mais il y a eu un projet de loi qui a amendé la loi sur la concurrence au mois de juin, avec le leadership du CQDE, et nous, on est en soutien, qui est venu changer les règles sur l'éco-blanchiment qui vont aussi s'appliquer dans le secteur financier. Puis c'est-à-dire que maintenant, toute allégation verte ou ainsi de suite doit être appuyée sur une méthodologie internationalement reconnue. Donc, on peut espérer aussi que dans les années qui vont venir, il va y avoir peut-être un petit peu d'assainissement
au niveau des déclarations à l'emporte-pièce. Et si c'est pas le cas, ben il va y avoir aussi un nouveau droit d'action direct pour les citoyens ordinaires d'aller au tribunal de la concurrence pour si on trouve des choses problématiques. OK. J'aimerais que vous nous parliez peut-être de l'étude du comité de l'environnement de la Chambre des communes, justement sur les impacts environnementaux et climatiques du système financier canadien, parce que le système est une grosse machine, beaucoup d'institutions. Donc, c'est quoi cette étude du comité de l'environnement? Oui, cette étude, on la doit beaucoup à la députée Monique Posé, donc un gros merci. Oui. C'est un peu sans précédent. C'est une grosse étude, là, 61 témoins en dedans d'environ 6 mois. Ils ont fait des choses, justement, comme je disais, sans précédent. Ils ont invité les dirigeants des banques à venir témoigner. Ceux-ci ont refusé. Ils ont assigné à témoignage, donc c'était plus un choix. Je pense que c'est la première fois que des grands banquiers se font assigner à témoignage devant le Parlement, à ma connaissance. Et ça s'est continué. Et là, l'étude est terminée. On a dû envoyer nos recommandations. Et ce lundi dernier, le comité a envoyé une lettre au ministre de l'Environnement fédéral, une lettre au ministre des Finances, reprenant les recommandations principales des groupes environnementaux et leur donnant 30 jours pour répondre. Et parmi ces recommandations-là, on avait d'autres règles sur l'éco-blanchiment. On avait un groupe de travail spécialisé au sein du Bureau de la concurrence pour adresser l'éco-blanchiment. Et il y avait bien sûr le projet de loi de la sénatrice Galvez sur la loi sur la finance alignée sur le climat. Entendu. Donc ça, c'est à suivre parce que pour l'instant, on attend la réponse, d'après ce que je comprends. Oui, on va l'avoir pour le jour de l'an. C'est quand tout le monde porte attention à ça. Ça va être une nouvelle. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Donc, Madame Paul, votre organisme a publié un rapport cet automne sur l'éco-blanchiment dans le secteur financier, qui fait d'ailleurs suite à un précédent rapport publié il y a 2 ans sur le même sujet. Donc, l'éco-blanchiment climatique, comment renverser la vapeur, publié en 2022. Donc, ce nouveau rapport cartographie les risques d'éco-blanchiment dans le secteur financier au Canada. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Et donc, propose 26 recommandations. Quelles sont, en fait, quand on parle d'éco-blanchiment, peut-être pour un rappel, on parle de quoi? Est-ce qu'on peut savoir si un petit peu ce qu'on met dans ce terme fourre-tout? Puis aussi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des pratiques de communication en donnant quelques exemples. Oui, bien sûr. En fait, quand on parle d'éco-blanchiment, comme je le disais, c'est qu'en fait, on parle d'entreprises qui font des déclarations, par exemple, sur leurs produits ou leurs activités et qui sont, qui peuvent induire le public en erreur, par exemple, parce qu'elles sont soit exagérées, soit carrément fausses. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que des fois, c'est parfois même pas nécessairement de la mauvaise intention, mais le résultat, c'est que le public va penser que c'est plus vert, par exemple, que ça ne l'est vraiment, ou que c'est plus durable. On entend beaucoup d'expressions aussi très génériques, vagues, comme justement sur « on est une entreprise carboneutre ouais. On est une entreprise verte, on est engagé pour le développement durable. » Donc, c'est des termes génériques, mais qui laissent croire aux consommateurs, consommatrices que c'est bon pour la planète. En fait. Ouais. Donc, ça, c'est la définition générale, disons, de l'éco-blanchiment. Après ça, pour notre rapport, donc, ce qu'on a regardé, vous en avez parlé, l'année dernière, il y a 2 ans, on a regardé le panorama, disons, de manière générale au Québec, au Canada, pour encadrer ce phénomène-là. Puis là, on a plongé vraiment dans la finance, l'ampleur de l'éco-blanchiment en finance. Puis, on se retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, avec un gros problème. Et pour donner un exemple, ça part, par exemple, d'une entreprise, je parlais tout à l'heure, qui fait une déclaration qui n'est pas forcément vérifiable et vérifiée, qui n'est pas forcément vraie. Ensuite, on a une firme de notation, par exemple, qui va lui attribuer une note à cette entreprise-là. 2e étape, en s'appuyant sur ce que l'entreprise a dit. Après ça, votre gestionnaire de fonds de placement ou votre conseiller financier dans votre institution financière va reprendre ces informations-là et va vous le recommander. Donc, vous voyez que si on part au départ à la base avec une mauvaise information, bien là, ça fait un effet, disons, un cercle vicieux où le consommateur après se retrouve à croire l'information de départ qui a été reprise par un paquet d'acteurs dans le secteur de la finance. Donc, avec une bonne note en plus. Avec une bonne note en plus, exactement. Puis c'est comme si
l'élève mettait lui-même sa note sur son bulletin. D'accord. C'est pas comme ça évidemment que l'auto-évaluation a ses limites et on le voit vraiment là, dans ce secteur-là. Et on a aussi vu que l'autorégulation a ses limites, c'est-à-dire que les entreprises, et il y a beaucoup d'études là, pour appuyer ça, l'autorégulation, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça qui va nous permettre de répondre à l'urgence climatique et à la crise de la biodiversité. Ça nous prend des règles pour, oui, l'éco-blanchiment, mais aussi de manière plus générale pour s'assurer que les entreprises, dans le fond, respectent les droits humains et l'environnement dans leurs opérations. Puis comme je disais, une des premières étapes, selon nous, c'est évidemment de faire le ménage puis s'assurer qu'on parle de la même chose. Et là, on a 26 recommandations à ce niveau-là, à commencer par des recommandations pour exiger des entreprises qu'elles divulguent des informations, non seulement sur ce qu'elles considèrent comme un risque pour les investisseurs, mais aussi sur les impacts de leurs opérations. Je vous explique la nuance, c'est que là, souvent, elles vont divulguer ce qu'elles pensent qui peuvent amener un risque financier pour l'entreprise, une perte financière. Donc, elles vont divulguer des informations là-dessus. Mais dans leurs activités, elles ont des impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur les communautés à travers le monde, là où elles opèrent. Et nous, on demande que ce soit une obligation de divulguer ces impacts-là parce que ça vous permet après de faire un choix. Est-ce que moi, je veux investir dans cette entreprise-là? Donc, il y a ailleurs dans le monde des endroits où ça se fait, où c'est exigé qu'il y ait cette divulgation-là. C'est pas un poids là, insurmontable. Moi, j'aime les exemples. Donc, où ça se fait? En Europe, notamment. En Europe, il y a cette obligation-là. Est-ce qu'il y a un outil qui sanctionne ou une réglementation dont on pourrait s'inspirer finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Exactement. Il y a une directive dont on peut s'inspirer. On la mentionne dans notre rapport. Puis il y a des discussions ailleurs dans le monde aussi. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Mme Pelofi mentionnait aussi que souvent, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Puis nous, on nous invite... on invite aussi le régulateur à regarder au-delà des États-Unis. Il y a des choses qui sont aux États-Unis qu'on ne fait pas, nous, par exemple, pour mieux réglementer les fonds d'investissement. Donc, on peut quand même s'inspirer des bonnes pratiques partout dans le monde. Je pense que l'objectif, ça devrait être le plus haut dénominateur commun et non le plus bas dénominateur commun, parce que je pense qu'on n'a pas le luxe, là, avec les crises environnementales auxquelles on fait face, d'attendre. Donc, information qui soit vérifiable, comparable, véridique, bien sûr, avec des fondés sur la science. Et comme Karine Pelofi le mentionnait, il y a des méthodologies internationales reconnues. Les entreprises peuvent s'appuyer là-dessus pour se faire accompagner, parce qu'on le sait, c'est pas nécessairement simple selon le secteur d'activité, mais c'est tout à fait faisable. Et évidemment, on recommande aussi qu'il y ait plus de sanctions. Vous en avez parlé. C'est important et il y a un sondage par Greenpeace Canada qui a été mené il y a quelques semaines et c'était assez impressionnant le haut taux de soutien, d'appui en fait, qui ressortait. On parle de 93% des personnes sondées au Canada qui étaient en faveur que les entreprises qui font de l'éco-blanchiment soient davantage sanctionnées. Je pense qu'il y a un appétit, les gens veulent bien faire, mais c'est sûr que c'est dur de se retrouver quand il y a beaucoup d'éco-blanchiment. Donc, c'est important de sanctionner, puis je pense que ça permet aussi de récompenser finalement ou d'encourager les entreprises qui sont sérieuses dans leur démarche. On le sait, au Québec, il y en a des entreprises qui veulent vraiment réduire leurs impacts, s'adapter au changement climatique aussi. Là, c'est difficile de démêler là, qui est vraiment sérieux dans sa démarche, puis ça pourrait aider de mettre en œuvre ces recommandations-là. Comment, Maître Pelofi, comment on améliore l'efficacité justement des lois et des règlements pour lutter contre l'éco-blanchiment financier? Comment ne plus alimenter ce scepticisme face aux investissements durables? Une grosse question. Oui, si c'était facile, on l'aurait déjà fait. Dans cette perspective-là, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'étude qui a été faite par le Comité environnement de la Chambre des communes. On a vu dans d'autres juridictions un des facteurs différenciés qui fait qu'on a des meilleures lois et des meilleures réglementations dans le secteur financier qui, soi-disant, est un des secteurs avec l'industrie fossile qui sont les meilleurs à éviter d'être réglementés. Ah oui. Parce qu'ils vont rapatrier d'autres secteurs de l'économie qui vont reprendre leur message clé puis ils font une espèce de front commun pour éviter la réglementation. Ça, c'est documenté dans des revues. Ça rappelle les compagnies de tabac, là, ça, un peu? Exactement. Et donc, que les parlementaires se saisissent de la question, c'est une très bonne chose. Je pense que ça envoie déjà un signal fort. Ça serait encore mieux si les lois passaient. Bon, on va laisser le contexte fédéral de côté.
du côté du Québec, il y a une initiative menée par le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement pour faire une feuille de route en finances durables. Celle-ci pourrait déboucher sur des changements réglementaires et législatifs. En fait, je souhaite ardemment que ce soit le cas. Je pense pas qu'on y arrive seulement avec des carottes et des mesures volontaires. Comme le disait Mme Paul, l'autorégulation, ça ne fonctionne pas. Et peut-être une des seules chose d'où on devrait peut-être s'inspirer des États-Unis quand même. Malgré la noirceur grandissante au sud, il y a quand même la Californie qui a proposé, je pense, c'est 2 projets de loi qui vont beaucoup plus loin, qui vont dans le même sens un peu que les lois européennes. Et donc, de la même façon, le Québec pourrait décider de faire cavalier seul puis dire on va devenir la capitale de la finance durable en Amérique. Et ça pourrait en fait être super compétitif pour nous. Là. Ce serait un avantage que Toronto et New York n'ont pas. Là. Entendu. Madame Paul, est-ce que les modifications récentes de la loi sur la concurrence aident à conserver cet élan vers une transition énergétique soutenue par nos gouvernements? Parlez-nous un petit peu de cette loi-là. La modification récente à la loi sur la concurrence va effectivement nous aider à aller dans la bonne direction au niveau de la transition, en sens où ça vient ajouter des règles vraiment nécessaires pour justement s'attaquer au problème de l'éco-blanchiment. Par contre, c'est pas suffisant, on va prendre plus que ça, mais là, ce que ça vient faire essentiellement, c'est qu'on vient exiger des entreprises de justifier finalement les déclarations environnementales qu'elles faisaient. Ça peut paraître incroyable, mais c'était pas le cas avant. Donc là, c'est majeur quand même parce que quand une entreprise affirme, par exemple, qu'elle est carboneutre, bien, il faut maintenant des preuves. Il faut qu'il y ait des éléments suffisants et appropriés pour soutenir ce que les entreprises disent. Idéalement, ces preuves-là seraient rendues publiques. Accessibles facilement en ligne. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Ça serait une amélioration vraiment souhaitée et souhaitable pour les citoyens, les citoyennes. Mais là, par contre, au moins, elles ne peuvent plus avancer quelque chose si elles ne sont pas en mesure de le prouver. Dans leur activité et dans leurs produits, je pense aussi. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est important que les gens le sachent parce que c'est aussi possible de signaler des cas d'éco-blanchiment. Donc, sur notre site Internet, cqdep.org, vous avez une feuille de 2 pages. On guide les citoyens et citoyennes sur la manière de signaler avec votre téléphone. Là, vous n'avez pas besoin de connaître la loi. Et vous pouvez signaler des cas d'éco-blanchiment quand vous envoyez donc une pub là, qui vous semble un peu louche, que vous voyez dans le métro ou ailleurs. Bien, prenez une photo. Qui va vérifier ça? Il y a différentes possibilités, mais ça pourrait être le bureau de la concurrence, justement. Donc, en prenant une photo puis en signalant, en fait, ça envoie un message aussi aux autorités que le public est sensible à ça et souhaite avoir des publicités qui soient véridiques. Est averti, exactement. Donc, on encourage les gens à le faire. Ça va nous aider justement à s'attaquer là, à ce problème-là. Et comme le mentionnait Mme Pelofi, bien, la deuxième modification, c'est qu'on vient vraiment aussi permettre un recours supplémentaire aux citoyens maintenant devant donc le tribunal de la concurrence à partir du 1er juin l'année prochaine. Donc, 2025? Oui, exactement. Maître Pelofi, pourquoi les règles précises entourant la finance fossile sont plus importantes que les règles entourant la finance dite verte? Oh, je l'aime, cette question. Oui, et c'est ça, on a un mot pour éco-blanchiment, c'est-à-dire de ne pas dire la vérité par rapport à des belles caractéristiques qu'aurait un produit, une activité. On n'a pas encore le mot pour décrire le fait qu'il n'y a aucune règle, aucune divulgation autour de ce qu'on sait être dangereux et destructeur. Dans ce cas-ci, les énergies fossiles, on sait que c'est 80% des gaz à effet de serre à date qui sont liés à la combustion de ces produits. Donc, c'est l'essentiel du problème climatique. Et donc, d'avoir des règles qui viennent vraiment définir ce que nous devons éviter sont absolument importantes parce que là, et c'est génial, on a réussi à avoir une modification législative sur l'éco-blanchiment. En Europe, ils ont fait beaucoup pour faire avancer la finance durable, mais là, on se retrouve dans un système où les règles pour ceux qui disent faire partie de la solution sont beaucoup plus strictes que les règles pour ceux qui disent « Ah non, moi, je m'en fous, je dis rien, je continue de tout détruire ». Donc ça, c'est très problématique si le but, c'est d'éviter la crise climatique d'entrée de jeu. Et pour donner comme et donc, c'est ça. Et ce que le projet de loi sur la finance alignée sur le climat fait, c'est ça. On définit un principe qui est d'éviter le verrouillage carbone, c'est-à-dire d'amener toute autre sorte d'infrastructures liées aux carburants fossiles qui risquent de nous
faire perdurer la dépendance face à ces produits-là. On a des règles de capitaux propres qui sont spécifiques aux risques systémiques que créent les énergies fossiles, c'est-à-dire en bon français, mettons pour chaque dollar qui serait prêté pour un projet d'énergie fossile, $1 devrait être gardé en réserve par la banque. Fait que là, tout d'un coup, c'est moins intéressant de prêter de l'argent à ce secteur-là et ça devient plus intéressant d'en prêter à un autre secteur. Et on sait, il y a certaines preuves qui démontrent qu'à cause que nos banques canadiennes prêtent énormément d'argent au secteur fossile et que c'est lucratif à court terme, ben en fait, nos PME, leur coût de crédit est beaucoup plus important parce que les banques n'ont pas d'incitatif à aller chercher d'autres clients. Ils ont une genre de vache à lait toxique, mais une vache à lait quand même. Et pour donner un exemple très concret, Mme Paul parlait de la carboneutralité. Il y avait beaucoup de producteurs pétroliers qui disaient qu'ils étaient carboneutres, mais ils excluaient de leur genre de calcul toutes les émissions qui sont liées à la combustion de leurs produits, qui est vraiment la part du lion des émissions. Et là, j'ai dit calcul. On ne l'avait pas, le calcul. C'est juste qu'on comprenait que c'était exclu. Et en fait, c'est très inquiétant. Et une chose qu'on a vue le lendemain que le projet de loi a passé, c'est que une grande partie du secteur pétrolier canadien ont retiré toute leur divulgation environnementale. De leur site Internet. Oui, exact. Et donc, fait qu'il y en a qui J'allais dire qu'on les comprend, mais non. Ben ça donne au moins une indication que ce n'était pas fait en fonction d'une méthodologie internationalement reconnue. Puis il y en a plein qui crient que c'est beaucoup trop compliqué. Je veux dire, il y a des méthodologies académiques qui disent juste citez vos sources. Là. Il suffirait qu'ils citent leurs sources, puis moi je pense qu'ils passeraient. S'ils n'arrivent même pas à faire ça, probablement que l'information n'était pas tout à fait rigoureuse. Madame Paul, je vais terminer avec vous et de manière rapide. Est-ce qu'on a tout de même besoin de finances durables pour atteindre nos objectifs climatiques? Est-ce que ça peut être quand même un bon outil alors qu'on voit que pour l'instant, les règles sont un peu floues puis qu'on... On a certainement besoin de mettre l'argent à la bonne place, oui. Donc, on a besoin que la finance soit vraiment au service d'une transition, mais qui soit juste, inclusive. Inclusive, et là, c'est moi qui vais sortir un terme générique, durable, mais véritablement durable, axé sur la science. Donc, oui, faut pas perdre espoir, mais je pense qu'on a un rôle aussi comme citoyenne d'exiger que la feuille de route du Québec soit vraiment cohérente, qu'on soit un leader au Québec en matière de finances durables. Ça serait effectivement un avantage compétitif et je pense qu'on n'a pas le luxe d'aller dans l'autre direction. Donc oui, il faut vraiment qu'on continue à mettre beaucoup d'efforts pour qu'on puisse revenir à vos micros et vraiment avoir des meilleures nouvelles et qu'on aille avancer au niveau d'une finance qui soit véritablement durable. Merci beaucoup. Je peux me permettre un ajout? Non. Malheureusement. Mais justement, ça nous donne l'idée de poursuivre un petit peu tout ça. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, et de Karine Pelofi, avocate et chef de projet Finances durables à Éco-Justice. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse aussi. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue